LFI Wakili, vous êtes le directeur de l'intelligent d'Abidjan. On se retrouve ici au Koweït à l'occasion du 3e sommet arabo-africain, 3 ans après celui de Sirte en Libye, en présence du guide libyen Mouammar Kadhafi. Est-ce que la page est tournée? Est-ce que vous attendez le sommet du renouveau arabo-africain? Non, le renouveau arabo-africain, je ne pense pas qu'en 3 ans, beaucoup de choses aient pu changer et qu'on puisse faire un nouveau départ. D'autant plus que les questions qui ont été abordées il y a 3 ans sont toujours présentes, où la situation sociopolitique de la période, avec les révolutions dans le Maghreb, les changements en Afrique, la violence, l'insécurité, et ces derniers temps aussi ce qui se passe en Libye. Donc c'est des questions anciennes qui sont toujours là. Et même si le sommet a décidé de ne se consacrer qu'à l'économie, les préoccupations d'ordre politique et sécuritaire restent au cœur des débats. 70% du peuple arabe vit en Afrique. C'est une remarque, je crois, du ministre des Affaires étrangères du Koweït lors d'une conférence de presse ici. Est-ce que c'est une raison, l'unique raison pour laquelle les pays arabes se soucient de l'Afrique ? Oui, c'est une des raisons, c'est même la principale, mais est-ce que c'est l'unique? Je ne pense pas, puisqu'ils sont obligés en dehors de cette relation d'avoir des relations avec des peuples très éloignés d'eux, qui sont lointains. Donc il est évident que ça ne peut pas être la seule raison. N'empêche que c'est important quand même de savoir cela et de se dire que cette coopération qui s'impose à tous les peuples du monde est davantage axée peut-être sur la notion de fraternité et de solidarité parce qu'il s'agit des mêmes peuples. Donc c'est une donnée assez importante dans la relation arabo-africaine. Est-ce que la véritable raison, c'est pas le potentiel de ce continent africain que beaucoup convoitent, et notamment, on sait que la Chine, l'Inde convoitent ce continent, les BRICS, le Brésil, mais est-ce que les pays du Golfe aussi ont envie de mettre la main sur ce continent? Je ne pense pas, parce que eux aussi sont convoités, les pays du Golfe. J'ai l'impression que 2 peuples convoités, 2 zones convoitées ont envie de se mettre ensemble pour résister aux convoitises. C'est peut-être ça, c'est-à-dire que c'est les territoires aussi qui sont convoités et puis ils n'ont pas une volonté d'affirmation et d'hyperpuissance que l'on connaît au niveau peut-être américain, soviétique et les anciennes puissances colonisatrices. Donc les pays du Golfe ne constituent pas une menace pour l'Afrique et l'Afrique ne constitue pas une menace pour les pays du Golfe. Au contraire, c'est 2 entités menacées elles-mêmes qui certainement décident, choisissent de s'unir pour mieux résister aux envahisseurs et aux prédateurs. Alors c'est un sommet économique avant tout. On a bien compris que les questions politiques étaient mises de côté, ne seraient certainement pas abordées. Et pourtant, il y a énormément de tensions, de crises qui pourraient être abordées lors de ce sommet, peut-être même réglées. Est-ce que c'est pas une erreur, ça, d'éluder ces problèmes? C'est tellement une erreur, mais il est évident qu'on ne peut pas réussir une bonne économie, un bon développement et des investissements sans un environnement sécurisé, sans un environnement de paix et sans une stabilité politique. Donc, s'ils en prennent conscience, ils vont aborder les questions politiques. Mais il est aussi évident qu'au cours d'un tel sommet, on ne peut pas trouver des solutions aux problèmes politiques de l'Afrique. C'est les problèmes de tous les jours. Donc 2 jours de sommet, 2 jours de débat, c'est pas suffisant pour trouver des solutions à nos problèmes politiques dont on a l'opportunité de parler tous les jours. Donc si une occasion est saisie pour parler uniquement d'économie, je pense qu'il faut aussi souligner et encourager cela. Alors ce sommet précède un autre sommet important, le sommet Afrique-France qui va se dérouler donc le 6 et 7 décembre à l'Élysée, le sommet pour la paix et la sécurité, sur la paix et la sécurité en Afrique. Est-ce que ce n'est pas... est-ce que
que le fait que ce soit la France qui organise ce sommet, non pas l'Union africaine, et que ce soit pas une initiative des pays africains eux-mêmes, est-ce que ça pose pas un problème? Non, ça pose pas un problème. Aucune initiative n'est de trop. L'Afrique, quand elle le peut, quand elle le veut, elle se réunit pour parler de tout sujet, débattre de tout sujet, dont la sécurité. Elle a une réunion annuelle dont elle fixe librement les thèmes, une réunion annuelle de l'Union africaine. Et au cours des 2 réunions, elle a une réunion de mi-parcours tous les 6 mois. Donc elle a des opportunités. Elle peut aussi organiser des réunions extraordinaires comme récemment. Donc elle sait prendre ses responsabilités. Et ce sommet de l'Élysée ne paraît pas de trop. Il a sa place parce que les questions de sécurité sont des questions très importantes avec la menace du terrorisme. Et d'ailleurs, même la France est menacée par le terrorisme, les États-Unis sont menacés par le terrorisme. Donc c'est une préoccupation qui est au cœur des relations stratégiques dans le monde et il ne faut pas être vexé du fait que la France ait pris l'initiative. Alors il s'agit d'un sommet international, mais est-ce que vous pensez que la France veille toujours sur son précaré en Afrique francophone? Oui, la France naturellement veille sur son précaré, tout comme d'autres puissances, tout comme la Chine, tout comme les États-Unis. On ne pourra pas faire ce reproche à la France. Il revient aux Africains de voir qui peut être leur meilleur partenaire dans le respect des droits de nos peuples. Parce que en fait, c'est ça, il faut prendre en compte les aspirations de nos populations à plus de liberté, à plus de démocratie, à plus de bien-être et aussi à plus de sécurité. Ils ont besoin de vivre dans un environnement sécurisé, débarrasser des menaces terroristes qui intègrent, qui déstabilisent nos États. Et quand on parle de cette notion de France-Afrique, à chaque fois qu'un sommet Afrique-France se déroule, avant on disait un sommet France-Afrique, le sommet entre la France et l'Afrique, on pense à la France-Afrique en fait, un terme qui a même une connotation un peu péjorative aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours d'actualité ça, de se dire il y a une rupture, François Hollande avait prôné la rupture avec la France-Afrique, est-ce que c'est d'actualité, est-ce que c'est la réalité? Il n'y a pas de rupture, il n'y aura pas de rupture. Chacun arrive, il annonce la fin, il demande qu'on change de logiciel. Même sous Sarkozy, je crois, François Fillon avait dit d'échanger les logiciels, que la France-Afrique c'est terminé. Tout le monde dit c'est terminé, mais ça ne peut pas être fini. Pourquoi? Parce qu'il y a la Chine-Afrique. Quand ce n'est pas la France-Afrique, c'est la Chine-Afrique. Quand ce n'est pas Chine-Afrique, c'est Amérique-Afrique. Aujourd'hui, c'est Asie-Afrique ou Arabe-Afrique. Donc, l'Afrique est toujours en relation avec une partie du monde, soit la France, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine, l'Amérique. Donc, pourquoi avoir un complexe dans la relation avec la France? Parce que elle, c'est une relation particulière. Mais si nous avons la possibilité... Les pays africains qui ont une relation privilégiée avec la France sont toujours égales avec Paris? Oui, dans la mesure des possibilités, parce que, bon, est-ce qu'on fait jeu égal ailleurs? Si on a une relation privilégiée avec l'Amérique, la Grande-Bretagne ou la Chine, on fera jeu égal en fonction des rapports de force, selon ce que nous offrons. Mais si nous n'avons rien à offrir que nos matières premières, si nous n'avons rien d'autre à offrir que notre pétrole, nous allons subir la loi du marché. Et la France, en fait, la France n'est que la 5e puissance au monde. Donc, on oublie ce que pèse la première puissance, les États-Unis, la 2e puissance, la Chine, et puis on est dans la passion quand il s'agit des relations entre la France et l'Afrique. Qu'est-ce que la France peut faire en Afrique ou dans le monde qui serait totalement mauvais et que les autres pays laisseraient faire si ce n'est pas dans eux leurs intérêts, à savoir la Chine et puis les États-Unis. Donc moi je suis sans complexe dans les relations entre l'Afrique francophone parce que l'Afrique francophone et puis la France. Alors il y a eu cette guerre au Mali, est-ce qu'il y a une redistribution des cartes en fait à l'issue de cette guerre dans cette relation entre la France et les États africains? Oui, il n'y a pas de redistribution des cartes, les choses ne changent pas. C'est une continuité. Hein. La France, à travers la guerre au Mali, s'est renforcée.
dans sa présence en Afrique. Elle en sortait après la Côte d'Ivoire. Elle était en train de distribuer justement les cartes, mais la menace terroriste qui a envahi le Mali, les contraintes qui ont conduit à faire une intervention au Mali sont là pour rappeler que les dangers existent toujours sur le continent et qu'on a toujours besoin d'une grande puissance, que ce soit la France ou d'autant plus que ces pays sont eux-mêmes menacés par le terrorisme, qui est une menace mondiale. Et nous, cinq pays africains, cinq Mali, cinq continents africains, est-ce que nous avons la force de résister au ravage de ce terrorisme-là qui a frappé au cœur de l'Amérique? Donc, s'il y a des gens, des puissances qui peuvent nous aider à lutter contre ces forces terroristes, moi je ne vois pas de raison pour laquelle on va manifester un complexe. On va dire non. Très bien, Alafé Ouakili, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Intelligent d'Abidjan, merci. Vous êtes l'auteur aussi de ces deux ouvrages, Notre histoire avec Laurent Gbagbo. Oui. Vous revenez sur 15 années de crise en Côte d'Ivoire, aux éditions L'Harmattan, et puis Instant de vie. Il s'agit d'un roman aux éditions Socef. Oui. Donc deux ouvrages dont vous êtes l'auteur. Merci. Merci à Africa Inside et à très bientôt.